Bonsoir tout le monde. Donc on va voir ensemble aujourd'hui les fractures des deux os de l'avant-bras. Donc on va suivre un plan. On va commencer par l'introduction, le rappel de la physiologie de la pronation-supination et le mouvement primordial de l'avant-bras. On va voir la clinique et on terminera par un traitement de ces fractures. Quel est l'intérêt de cette question? C'est une fracture qui est fréquente chez l'enfant par rapport à l'adulte. On a la pronosupination qui est touchée, c'est un mouvement qui est propre à l'avant-bras. On a un intérêt dans la méconnaissance diagnostique, ça veut dire qu'on peut passer à côté d'une luxation associée à ces fractures, notamment luxation des coudes et luxation de poignet. Le traitement est chirurgical chez l'adulte, exclusivement chirurgical. C'est une fracture qu'on peut traiter orthopédiquement chez l'enfant, uniquement chez l'enfant, et elle est réputée pour ses complications qui peuvent être graves, notamment des complications d'ordre fonctionnel. On va les développer tout au long de notre cours. On commence d'abord par un rappel anatomique, donc la position anatomique du corps humain. On définit l'avant-bras comme la région qui va du coude jusqu'au poignet. Elle est bilatérale, symétrique, donc elle est composée de deux os, le radius en dehors et l'ulna ou le cubitus, l'ulna en dedans. On définit les deux os de l'avant-bras comme l'association de deux os, radius en dehors et ulna en dedans, unis par une membrane interosseuse qui définit les limites de la diaphyse. Donc pour chaque os, on a une épiphyse, une métaphyse et une diaphyse. Donc théoriquement, on définit la diaphyse des deux os de l'avant-bras comme l'insertion, l'endroit de l'insertion de cette membrane interosseuse, elle est là, sur ce schéma anatomique, et là, c'est une membrane qui est composée de deux plans, deux fascicules membraneux. L'articulation radio-ulnaire supérieure ou proximale et l'articulation radio-ulnaire distale ou inférieure. Si on remarque ici, c'est la forme d'un cadre. Donc deux os de l'avant-bras, deux côtés, et en haut et en bas, donc c'est la forme d'un cadre qui, bien sûr, qui n'est pas rigide, mais plutôt qui bouge, qui fait un mouvement, et ce mouvement-là qu'on appelle la pronation-supination. Maintenant, sur le plan ostéologique, le radius a la tête radiale, a le col du radius, a une tubérosité bicipitale, et il a une courbure, la courbure pronatrice du radius, donc la forme d'une manivelle. Pour l'ulna ou le cubitus, il a une forme de S, une forme globale de S, bien sûr avec ses courbures. Donc si on a à retenir, on a une forme, c'est des os longs, qui ne sont pas courts, on a les courbures à respecter pour les deux os, et bien sûr, les deux extrémités sont unies, à savoir supérieure des deux os et inférieure. Maintenant, on va détailler l'articulation radio-ulnaire proximale qui unit l'humérus au niveau du coude, donc l'ulna, à la tête radiale. C'est l'articulation radio-ulnaire proximale. La tête radiale, elle tourne autour d'elle-même et elle est unie à l'ulna grâce au ligament annulaire. Ici, il est ouvert, c'est le ligament annulaire. Autour de lui, la tête radiale tourne autour d'elle-même. Donc, c'est ça le complexe ou l'articulation radio-ulnaire proximale. Maintenant, pour l'articulation radio-ulnaire distale, elle unit l'épiphyse inférieure de l'ulna à l'épiphyse inférieure du radius grâce à cette articulation. Cette articulation est unie grâce à un complexe fibrocartilagineux appelé triangulaire. Complexe fibrocartilagineux triangulaire qui permet cette union de cette articulation radio-ulnaire distale. Sur cette vidéo, on remarque cette articulation radio-ulnaire distale et ce fameux complexe fibrocartilagineux qui est triangulaire, on va le voir maintenant, il unit cette tête radiale, elle est là, donc il est triangulaire avec une partie antérieure et une partie
postérieure. Maintenant, l'articulation radio-ulnaire proximale ou supérieure, on va remarquer la tête radiale, comment elle tourne autour d'elle-même et sans se détacher de l'ulna. Donc, ils sont toujours unis. On va voir. Donc, la tête radiale tourne autour d'elle-même lors des mouvements de cette pronation-supination autour d'un axe qui va de la tête radiale jusqu'à l'extrémité inférieure de l'ulna. Donc, c'est ça les mouvements de la pronation-supination. Pronation, c'est prendre. Supination, c'est supiner. Supiner, prendre. Supination, pronation. Supination, pronation. Pour que ces os voient, il faut que les muscles font cette locomotion. C'est pour cette raison qu'on appelle l'appareil locomoteur. Il faut savoir qu'il y a deux groupes de muscles. Il y a le groupe musculaire de pronation, il y a le groupe musculaire de supination. On pose deux muscles parallèles. Donc pour chaque groupe, il y a un long et un court. Il y a un long muscle et un court muscle. Le long supinateur et le long pronateur. Le court supinateur et le court pronateur. Et les pronateurs font la pronation, prendre, et les supinateurs font la supination. Pour la physiologie de cette pronation-supination, on définit la pronation à partir de la supination à partir d'une position neutre, le pouce vers le haut. Le pouce vers le haut. Donc, ça, c'est la position neutre. On définit la supination suppliée quand la paume de la main regarde vers le ciel. Et on définit la pronation prendre quand la paume de la main regarde vers le sol. Je répète, position neutre. Paume de la main regarde vers le ciel, c'est la supination, supiner, supplier. Paume de la main regarde vers le sol, la terre, c'est pronation, prendre vers le sol. Et le total de ces mouvements, donc 90 de la supination plus 85 de la pronation, font à peu près 180 degrés en total. Donc, ils font l'angle horizontal, 20 degrés pour le membre supérieur. Si on associe l'articulation de l'épaule, on peut arriver jusqu'à 270 degrés. Donc, regardez, avec la pronation supination, on peut arriver à 180 degrés. Si on rajoute l'abduction de l'épaule, on peut arriver jusqu'à 270 degrés. C'est ce qui nous permet de faire les mouvements du membre supérieur. On regarde ici, on peut voir sur cette vidéo. Ici, il est en supination et on passe en pronation. Ça, c'est la pronation. D'accord? Ici, c'est la pronation. Donc là, une minute. Je vais éteindre mon portable. Donc, supination. Je répète. On répète. Donc, ici, c'est la supination. Et on passe à la pronation. Supination. Donc, ça, c'est le mouvement de la pronation-supination. Ici aussi, sur le plan ostéologique, on voit que ici, les deux os lors de la pronation sont parallèles. Dans la supination plutôt, les supinations sont parallèles. Dès qu'on fait la pronation, le radius tourne autour de l'ulna. C'est ça, le mouvement de la pronation-supination. Donc, on définit la pronation-supination comme le mouvement qui permet au radius de tourner autour de la tête ulnaire autour d'un axe longitudinal de l'extrémité inférieure de l'ulna. C'est ça? Donc on peut voir ici, donc l'axe imaginaire, il va de la tête radiale jusqu'à la fovea, c'est ça la fovea, cette petite échancrure, donc la tête radiale jusqu'à la fovea de l'épiphyse inférieure de l'ulna, de la tête ulnaire. C'est la tête ulnaire, c'est la tête radiale. Donc c'est ça l'axe de la pronation-supination. L'épiphyse inférieure du radius tourne autour de cet axe. Donc ici c'est la supination, ils sont parallèles. La pronation, ils se croisent. La tête radiale, bien sûr, tourne autour d'elle-même et le radius va chevaucher, va se mettre au-dessus de l'ulna et grâce aux courbes qui sont ici, les courbes de pronatrice, les courbes de pronation, donc le radius chevauche
la face antérieure de l'ulna pour faire cette pronation. Dans la position de pronation, le radius devient plus court que l'ulna, alors que la tête radiale se déplace en avant. Donc, on définit aussi l'index radio-ulnaire. L'index radio-ulnaire, c'est le fait que le radius est bas situé de 2 mm par rapport à l'ulna. Donc, il y a une différence de 2 mm du radius par rapport à l'ulna de 2 mm, ce qu'on appelle l'index radio-ulnaire. L'index radio-ulnaire. Il est ici, sur cette image aussi. Donc, l'épiphyse radiale inférieure est plus basse située par rapport à l'épiphyse radiale du l'ulna. Quelles sont les conditions de la pronation-supination? Donc, c'est une déduction, on va déduire les conditions de cette pronation-supination. Premièrement, il faut respecter les courbures de radius et de l'ulna. Si le radius n'a pas cette courbure, il ne pourra pas chevaucher sur l'ulna. Donc, s'il n'y a pas cette courbure, donc s'il est droit, il ne pourra pas la chevaucher. Donc, c'est parmi les conditions. Deuxièmement, respect de la membrane interosseuse. On a dit dès le début du cours que la membrane interosseuse, elle évite que le radius s'éloigne du l'ulna, et vice-versa. Donc, elle tient cette unité radius-ulna. Donc, si cette membrane est déchirée, le radius va s'éloigner de l'ulna, il n'y aura plus cette possibilité. Donc, la deuxième condition. La troisième, respect de l'inégalité de longueur entre le radius et l'ulna. Il faut que le radius est plus bas situé par rapport à l'ulna pour pouvoir faire ce mouvement. Le respect des articulations supérieures et inférieures, proximales et distales. Il faut que les deux articulations soient intègres. Si une d'elles est séparée ou luxée, il n'y aura plus cette possibilité de ce mouvement complexe. Et dernièrement, le respect de l'index radio-ulnaire inférieur, donc de 2 mm, le respect de cet index, il faut que le radius est plus bas situé par rapport au l'ulna. Donc il y a 5 conditions de cette pronation-supination. Je peux les répéter. Respect des courbures, respect de la membrane interosseuse, inégalité de longueur, respect des articulations proximales et distales et respect de l'index radio-ulnaire inférieur. Maintenant, le mécanisme le plus souvent est des mécanismes directs. Donc, suite à un choc direct sur l'avant-bras, c'est ce qu'on appelle le mécanisme du mauvais enfant. Le mauvais enfant qui fait des bêtises et reçoit un coup au niveau de sa tête, vers sa tête, et il barre avec son avant-bras, il reçoit le coup sur l'ulna, et soit on a une fracture isolée de l'ulna, soit on a une fracture des deux os de l'avant-bras. On a aussi le mécanisme indirect, c'est suite à une chute sur la main, l'onde de choc, le choc se transmet au niveau de l'avant-bras et fait cette fracture de l'avant-bras. Donc, un petit rappel pour les différents traits de fracture transversale, oblique, en aile de papillon, troisième fragment, une fracture avec troisième fragment de papillon, et la fracture grave qui sont les fractures communitives, ça veut dire c'est un fracas d'os. On classe ces fractures selon la classification de l'AO, c'est une classification suisse, qui classe en 3 catégories avec un chiffre de 22. 22, dont au niveau du squelette humain, il signifie l'avant-bras. 22, il signifie l'avant-bras. Donc, fracture A, B, C. A, c'est les fractures simples. B, c'est les fractures en coin, ça veut dire un troisième fragment en coin. Et C, c'est les fractures communitives. C, communitives. A, fracture simple, donc soit 1, 2, 3, 1, c'est les fractures du l'ulna, le radius n'est pas touché. 2, fracture du radius, l'ulna n'est pas touché. Et 3, c'est les fractures des deux os, mais simples. Pour la fracture type B, ça veut dire en coin, c'est la même chose. 1, fracture de l'ulna, radius, il n'y a rien, en coin. 2, fracture du radius en coin, l'ulna, il n'y a rien. Et B3, c'est les fractures en coin des deux os de l'avant-bras. Pour la fracture complexe, donc fracture complexe de l'ulna, radius simple, 1. 2, fracture complexe de radius, l'ulna qui est simple. Et C3, c'est fracture communitive des deux os en même temps. Pour le diagnostic, donc on est devant un patient qui est consulté en urgence avec l'attitude de dosso, ça veut dire le membre sain qui porte le membre malade. Donc c'est l'attitude de dosso. Donc patient qui souffre de douleur, d'impotence fonctionnelle, de déformation, avec l'avant-bras qui est déformé, qui n'est pas aligné, il est déformé.
impotence fonctionnelle, impossibilité de faire les mouvements de l'avant-bras. Sensibilité, on teste la sensibilité tactile, le toucher, la chaleur, le froid, pour voir est-ce qu'il y a une atteinte de nerf. On cherche les pouls distaux de manière bilatérale, comparative, pouls radial, pouls ulnaire, et ainsi que la coloration de l'ensemble de la main. On cherche l'état cutané, est-ce qu'il y a une abrasion, est-ce qu'il y a des phyllictènes, est-ce qu'il y a une ouverture, ça devient une fracture ouverte. Pour le bilan radiographique, on demande une radiographie des deux os de l'avant-bras. On prend l'articulation sus et sous-jacente, ça veut dire l'articulation du coude et l'articulation du poignet, de face et de profil, et on peut remarquer qu'il y a une dissolution, une fracture de ces deux os de l'avant-bras avec un déplacement comme on voit sur cette radiographie. Quelles sont les formes cliniques? On a d'abord la forme de l'enfant et on a les fractures luxation supérieure et les fractures luxation inférieure, supérieure de Monteggia, inférieure de Galeazzi. Pour l'enfant, pour ce qui concerne l'enfant, c'est une fracture qui est en mode de beurre. On regarde ici, on voit qu'une corticale interne qui n'est pas, externe plutôt, qui n'est pas touchée, qui est saine, et la corticale interne, elle présente une boursouflure, ça veut dire qu'il y a un tassement comme du beurre, comme quand on jette du beurre par terre. Donc c'est une fracture en mode de beurre, c'est une fracture du radius. Donc là, ici aussi on voit qu'il y a une déprise des deux os de l'avant-bras chez un enfant, et on a traité orthopédiquement. Pourquoi? Parce que chez l'enfant, et uniquement chez l'enfant, il y a la possibilité de remodelage osseux. Chez l'adulte, l'os il est plus ossifié par rapport à l'os de l'enfant qui n'est pas assez ossifié, premièrement. Deuxièmement, il y a la possibilité de faire un canal osseux, de remodeler ce canal osseux. Là, il y a une angulation. Avec le temps, il y aura un remodelage osseux avec la croissance qui permet de diminuer cette déformation. C'est pour cette raison qu'on tolère le traitement orthopédique, contrairement à l'adulte. On opère par contre s'il y a un de ces cas suivants. S'il y a irréductible fracture, ça veut dire qu'il y a une fracture et on n'arrive pas à réduire. Ça veut dire là, il faut opérer. S'il y a un déplacement sous plâtre, ça veut dire qu'on a fait un plâtre et on n'a pas pu réduire, là, il faut opérer. Et s'il y a une fracture itérative, ça veut dire que l'enfant a fait une fracture, on a traité par plâtre, ensuite il est retombé sur le même membre et il a fait une fracture sur le même site. Donc là, ça devient une indication de chirurgie. Maintenant, pour les fractures luxation, j'ai dit pour l'intérêt de la question, parmi les intérêts primordiaux, c'est les luxations associées à la fracture. Donc, quand on dit fracture de l'avant-bras, il y a aussi possibilité d'une association d'une luxation. Comment savoir s'il y a une luxation? Premièrement, la clinique, on voit une déformation au niveau du poignet et au niveau du coude avec impossibilité de faire les mouvements. Deuxièmement, quand on fait les radios avec l'avant-bras, avec l'articulation du coude et l'articulation du poignet, il y a une luxation. Sur ce schéma, j'ai essayé de résumer les deux cas de figure. Pour les fractures de Monteggia, donc il y a associé éloigner la fixation d'une fracture radiale de l'ulna. Donc je fracture du radius, fracture du radius, associée, ça c'est la fracture luxation de Monteggia. Pour la Galeazzi, c'est la fracture de l'extrémité inférieure du radius associée à une luxation radio-ulnaire distale. Donc radius plus luxation inférieure pour la Galeazzi et ulna plus luxation radio-ulnaire proximale supérieure pour la Monteggia. Sur ce tableau, on peut résumer les deux cas de figure. La fracture luxation de Monteggia par rapport à la Galeazzi. Pour le siège Monteggia, il faut se souvenir, monter c'est en haut. Monteggia, monter. Monter, Monteggia, en haut. Galeazzi, c'est bas. Bas situé. La fracture, elle est de l'ulna pour la Monteggia. Elle est radiale pour la Galeazzi. La luxation, elle est supérieure pour la Monteggia. Elle est inférieure pour la Galeazzi. Et le mécanisme, pratiquement, c'est le même. C'est une chute sur la main. On est par pronation. Ça veut dire pronation de l'avant-bras exagéré. Le traitement, il est chirurgical pour les deux cas de figure. Donc, on va revenir à faire une
thérapeutique. Les complications, on note qu'il y a des possibilités de complications nerveuses, elle est commune. Il y a possibilité d'une pseudarthrose ou absence de consolidation. Il y a possibilité d'un un cal vicieux, ça veut dire il y a consolidation mais dans une position vicieuse, ça veut dire c'est pas aligné. Il y a la raideur c'est diminution de l'amplitude articulaire. Il y a la synostose c'est un pont osseux entre les deux os. On remarque que la synostose, la raideur et complications nerveuses, c'est les mêmes cas de figure. Par contre, la pseudarthrose, selon le siège, puisque ici Montégia, c'est la diaphyse ulnaire, donc calvicieux, ulna, pseudarthrose ulna. Puisque la diaphyse radiale qui est touchée, pseudarthrose et calvicieux radius. Sur le plan radiologique, on voit que la Montégia, c'est une fracture de l'ulna, associée à une luxation radiale. La tête radiale, normalement, elle devrait être ici. Elle est luxée en avant plutôt, en avant et en haut. La galiasie, c'est une fracture du radius associée à une luxation radio-ulnaire distale, inférieure. Dans la main, donc il y a une luxation radio-ulnaire distale. Maintenant, on arrive au chapitre thérapeutique, comme c'est un petit cours. Le but du traitement, c'est quoi? C'est de réduire la fracture. Réduire, c'est remettre en place. Réduction, réduire, remettre en place. Rétablir les conditions de la pronosupination, ça veut dire, on a les 5 conditions, on doit faire en sorte à ce que les 5 conditions de la pronosupination soient remises en place pour que ce mouvement soit possible. Troisièmement, stabiliser. C'est bon, on a réduit, il faut stabiliser par un matériel de synthèse, un matériel, soit des vis, soit une plaque, soit il y a plusieurs matériels. Donc on met ce matériel qui va permettre cette consolidation et de rétablir les conditions anatomiques de la pronation supérieure. On garde le plâtre pendant un mois, jusqu'à 45 jours, et on surveille par des radios jusqu'à la consolidation de l'os. Consolidation, ça veut dire la guérison de l'os. Maintenant, pour le traitement chirurgical, utilisez une voie d'abord. Une voie d'abord, ça veut dire on ouvre. Pour accéder aux os, on doit ouvrir. La réduction de fracture du visu, donc on voit cette réduction, on la maintient dans des daviers, et on met un matériel de synthèse. On stabilise par un matériel. On va voir maintenant c'est quoi le matériel. Réaliser un contrôle radiographique de la chirurgie. Ça veut dire si on a, après fermeture, on contrôle par une radiographie. Et surveiller chaque mois jusqu'à consolidation. Pour le matériel de synthèse, on a des vis, on a des plaques, on a des broches, on a le moteur de synthèse, on a les plaques et on a les tournevis. C'est ça qui va nous permettre de faire ce montage. On voit ici, donc c'est une fracture de deux os de l'avant-bras, on a traité par une plaque avec des vis. Donc on a réduit d'abord, on a ouvert, on a mis la plaque, on a mis les vis et on a fait un contrôle radiographique. Donc soit une plaque vissée, soit un embrochage réalisé surtout chez les enfants. Traitement chirurgical en cas de fracture chez l'enfant. C'est ça la voie d'abord, c'est le fait d'ouvrir et d'accéder à l'os pour permettre de faire cette ostéosynthèse. Quelles sont les indications? Donc le type, chez l'enfant, c'est le traitement orthopédique. En cas d'échec, c'est la chirurgie. En cas d'échec, en cas d'irréductibilité, en cas de fracture itérative qui se répète, c'est la chirurgie. Pour l'adulte, c'est la chirurgie. Pour les fractures luxation supérieure, inférieure, aussi c'est la chirurgie. Vous voyez que tous les cas de figure, même pour les fractures isolées du radius ou de l'ulna, on traite chirurgicalement. Donc il y a uniquement chez l'enfant qu'on traite orthopédiquement. Pour l'évolution maintenant, c'est bon, on a traité tout ça. Comment ça peut évoluer? Évolution favorable vers la consolidation. Elle est obtenue avec un délai, avec formation d'un cal osseux, à partir du 2e jusqu'à 3e mois. Et sans ablation précoce de matériel, donc il faut éviter d'enlever la plaque vissée sous risque de faire une fracture itérative
c'est un cas de figure qui est possible. Fracture avant les 2 ans, il ne faut pas enlever cette plaque vissée. Il ne faut pas enlever le matériel de synthèse. L'évolution défavorable, c'est les complications immédiates et tardives. La complication immédiate, c'est la compression vasculaire et nerveuse par la fracture. Donc, on a la fracture qui embroche ou qui comprime soit un nerf, soit un vaisseau, soit elle ouvre carrément la peau. On a le syndrome de Volkmann, c'est le syndrome des loges. C'est quoi? C'est un syndrome qui est dû à une hyperpression au niveau des loges de l'avant-bras, les loges musculaires de l'avant-bras, ils ont la même particularité que les muscles de la jambe. C'est des loges musculaires inextensibles. Ça veut dire la fascia musculaire n'est pas élastique, elle ne va pas s'étendre. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une ischémie musculaire, et cette ischémie du muscle qui souffre vont libérer un œdème, un troisième secteur à ce niveau, et l'œdème va fermer le cercle vicieux, ça veut dire œdème, hyperpression, ischémie, souffrance musculaire, et cette souffrance, cette hyperpression va finir par donner une lésion nerveuse et musculaire et surtout nerveuse, et il y aura une paralysie après s'il n'y a pas une intervention chirurgicale en urgence. Donc, le traitement du syndrome de Volkmann, c'est l'ouverture. Dès qu'on a un plâtre qui est serré chez un enfant, il faut enlever le plâtre. Si le plâtre, malgré le plâtre enlevé, il y a persistance de ce syndrome de loge, il faut ouvrir les aponevroses. Ça veut dire ouvrir les fascias qui entourent les muscles pour permettre de diminuer cette ischémie, de revasculariser les muscles et d'éviter les complications tardives du syndrome de Volkmann. Maintenant, pour les complications tardives, c'est des complications généralement d'ordre osseux. Elles touchent l'os. Donc, on va les répéter, la pseudarthrose et le retard de consolidation. Donc, consolidation entre 2 et 3 mois. Si on a dépassé 4 mois, 6 mois, 5 mois, à partir de entre 4 et 6 mois, on parle de retard de consolidation. Il peut y avoir, après 6 mois, une consolidation. Si après 6 mois, il n'y a pas de consolidation, on parle de pseudarthrose. Pseudarthrose ou absence d'union. Absence d'union entre les deux os. Donc, fracture. S'il n'y a pas une consolidation, un cal osseux, on parle de pseudarthrose. Le cal vicieux, ça veut dire il y a une consolidation, mais vicieuse. Le cal vicieux, deuxièmement, cal vicieux. Troisièmement, raideur. Raideur, c'est diminution de l'amplitude articulaire. Il n'y a pas de pronation-supination, il y a une raideur de cette pronation-supination. Dernièrement, la synostose radio-ulnaire, c'est un pont osseux qui se forme entre le radius et l'ulna. Soit il est dû à une vis qui est très longue par rapport, qui déborde après osteosynthèse, ou à un défaut de réduction. On voit ici, fracture qui n'est pas déplacée. Le cal vicieux, c'est un pont osseux des deux corticales. Ici, si le cal vicieux, il y a un décalement, ça veut dire consolidé mais vicieux. Ici, pseudarthrose, il n'y a pas d'union. Et ici, il y a un pont osseux. On voit sur les radios, cette déformation, on l'appelle un cal vicieux. Le pont osseux, c'est la synostose. Donc le radius, normalement, il est complètement séparé de l'ulna grâce à la membrane interosseuse. Quand une vis dépasse le radius, elle va calcifier cette membrane interosseuse et donner cette synostose radio-ulnaire. Ici, on remarque qu'il y a une pseudarthrose. Malgré qu'on a opéré cette radius, ce radius et ulna, on voit ici qu'il y a un espace entre les deux. Donc là, c'est une pseudarthrose, c'est une union, absence d'union entre le radius et l'ulna. Pour la conclusion, les fractures des deux os de l'avant-bras sont courantes chez l'adulte, mais plus fréquentes chez l'enfant. Elles sont régulièrement traitées chirurgicalement chez l'adulte. La restauration des conditions de la prononciation est indispensable. Donc, on a les 5 conditions pour permettre de retrouver cette prononciation. Il faut restaurer ces 5 conditions. L'ablation de matériel ne doit pas se faire avant 2 ans, sous risque de faire des fractures étiratives. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser.
Pour le syndrome de Volkmann, est-ce qu'on doit opérer systématiquement? Pour le syndrome de Volkmann, pour un enfant, par exemple, pour quelqu'un chez qui on a fait une plâtre. On a fait un plâtre, soit pour une fracture des deux os de l'avant-bras, soit pour autre chose. C'est-à-dire un plâtre, on peut le mettre pour une fracture du scaphoïde, on peut le mettre pour une fracture du coude, de la palette. Si on a une hyperpression sur un plâtre, on doit impérativement enlever le plâtre, ouvrir le plâtre. Si au bout d'une heure ou quelque temps, une heure et demie, on voit qu'il n'y a pas une amélioration, il y a toujours une souffrance, une douleur intense, là, il faut ouvrir, il faut opérer et ouvrir l'aponevrose par une aponevrotomie. Alors, j'ai pas compris les différences entre le calvicieux, pseudarthrose et synostose. Donc, je répète, je vais vous montrer la dernière image. Elle montre carrément la différence entre les trucs. Le calvicieux, c'est un cal osseux, mais dans une position vicieuse. Vous voyez ici la déformation, c'est déformé, c'est angulé. Ça, c'est le calvicieux, c'est un cal vicieux. La pseudarthrose, c'est un vide entre les deux os. Normalement, il y aura pas cette vide. Ce vide ne doit pas exister. Mais puisqu'il existe, ça veut dire qu'il n'y a pas un contact osseux, il n'y a pas de consolidation. C'est la pseudarthrose. La synostose, ici c'est le radius, ici c'est l'ulna, ce pont osseux est pathologique. Il ne va pas permettre de faire le chevauchement entre le radius et l'ulna. Ça veut dire que s'il y a ce pont osseux, c'est figé, c'est la pronation, c'est la raideur de la pronation supination. Donc on est devant un avant-bras qui ne bouge pas. Oui, autre question? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, c'est moi. C'est moi, mais pas de quoi. Je pense que s'il n'y a pas de questions, donc on peut se dire au revoir, à la prochaine et bonne continuation. Si on lève pas le matériel sous synthèse, est-ce que ça pose des problèmes? Oui, ça va de problème. Si le matériel est bien mis en place et tout ça, on peut ne pas l'enlever, mais généralement c'est le malade qui est demandeur. Après quelques années, ça se passe dans sa tête, pour lui, il veut s'en débarrasser de ce matériel. Et aussi, le matériel gêne lorsqu'on passe dans l'aéroport et tout ça. Donc c'est pour cette raison que la plupart demandent de l'enlever. Est-ce que le traitement, je vais pas avoir les, est-ce que le traitement chez l'adulte est toujours chirurgical? Oui, chez l'adulte, impérativement, le traitement est toujours chirurgical. Est-ce que le traitement, eh, s'il vous plaît, quel est le traitement de quel est le traitement de la synostose? Il est chirurgical aussi. On ouvre, on enlève ce pont osseux entre le radius et l'ulna, et on enlève cette vis qui déborde, et ça va nous permettre de rétablir les conditions de la pronation supination. Ok. Est-ce que le traitement chez l'adulte? Oui. La fréquence est élevée chez les enfants par rapport à l'adulte. Oui. C'est plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte. Effectivement. Yes, thank you. Welcome. Pas de quoi. Dans quel cas on utilise centromédulaire? Centromédulaire, on peut l'utiliser chez l'adulte pour l'ulna. L'ulna, pourquoi? Parce que la partie proximale, elle est rectiligne, elle est linéaire. Mais par contre, chez le radius, là où il y a la courbure du radius, l'embrochage ou l'enclouage centromédulaire ne peut pas s'effectuer, sauf chez l'enfant. L'enfant, on peut utiliser l'enclouage, enfin l'embrochage pour le radius et pour les deux os. Donc retenez, pour l'adulte, c'est plutôt la plaque vissée. Pour l'enfant, on peut utiliser soit la plaque, soit l'embrochage. J'ai vu des patients adultes chez qui on a fait des traitements orthopédiques disant que ça existe des exceptions. Non. Enfin là, théoriquement parlant, le traitement, le gold standard des fractures des os de l'avant-bras est un traitement chirurgical. Qu'il soit des fractures associées, les deux os,
que ce soit des fractures isolées. Les corrigitifs de PCM, le corrigitif de PCM, de fracture de... Ah, j'ai pas ça, les fractures de jambes, non. Le corrigitif. Oh bon, pour cette année, je pense que j'ai pas enseigné les fractures de jambes. Pour cette année, je pense. Le traitement des fractures de protocoles chez l'adulte. Et c'est pas la même chose. Protocoles, les fractures de protocoles, c'est une fracture qui touche l'extrémité, l'épiphyse inférieure du radius. C'est quoi l'épiphyse? L'épiphyse, on a la diaphyse, la métaphyse, ensuite l'extrémité tout à fait en bas, le spongieux. Ça, c'est le protocoles. Mais là, on parle des deux autres avant-bras. Les deux autres avant-bras, c'est défini théoriquement par la hauteur, les deux hauteurs de la membrane interosseuse. Ok, donc c'est deux entités différentes. Puis au niveau de la face antérieure du poignet, on les classe 4 ou 5. C'est quoi ça, le poignet? Ça ne fait pas partie du cours, le poignet. Alors, est-ce qu'il y a des tranches d'âge plus exposées au calvicieux? C'est quoi cette question? Non, peut-être, c'est pas une question de tranche d'âge. C'est une question de traitement, de la manière dont on traite. Pourquoi on opère? On se demande pourquoi on doit impérativement opérer. On opère, pourquoi? Pour rétablir anatomiquement les courbures de l'avant-bras. Les deux os, on doit rétablir les courbures. Pourquoi? Si on traite orthopédiquement, il y aura une déformation en calvicieux. Donc, on doit opérer pour rétablir les conditions anatomiques exactes. Les os de l'avant-bras, les mécanismes lésionnels et directs. Les os de l'avant-bras, le mécanisme lésionnel est direct. Ça veut dire, je n'ai pas compris cette question. Le plus fréquent, le mécanisme le plus fréquent, le mécanisme direct. C'est suite à une chute, à un coup sur l'avant-bras, donc sur la tête, on se défend, et le coup vient au niveau de l'avant-bras. Donc c'est un mécanisme le plus fréquent, c'est un mécanisme direct. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, je vous dis bon courage et bonne chance pour le test final. Et à plus tard. Merci beaucoup, professeur. Merci.